Et salut les potes, c'est Vicfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du plus gros carton, et surtout le composant de PC le plus cher en tout public que je n'ai jamais eu de toute ma vie. Voilà, trêve de bavardage, un lancement. Et nous revoilà les potes. Alors comme d'habitude, le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, me suivre, etc. Et on va remercier Asus qui me prête la 4090 Matrix. Et petit disclaimer tout de suite, je ne pourrai pas la démonter. Alors on va quand même parler du PCB, on va quand même parler du refroidissement, on va quand même parler de comment c'est fait, enfin tout ça, ça va venir dans la vidéo au fur et à mesure. Mais je ne peux pas la démonter tout simplement parce qu'à l'intérieur il y a du métal liquide. Alors ça c'est pas un problème, j'aurais pu le démonter, mais vu que c'est un pré-presse comme quasiment tout le temps, cette carte graphique repart dans une presse juste après, et par souci d'équité pour la presse et pour le testeur juste après moi, si je démonte la carte, elle aura plus les qualités avant le démontage, qui paraît logique. Donc celui qui va vouloir la tester pour avoir les températures, etc., voilà, ne pourra pas avoir la même carte dans la même condition que moi. Donc forcément, je vais éviter de la démonter. Donc ce qui veut aussi dire que cette carte graphique, si vous suivez un peu l'actu hardware à gauche et à droite, il y a de fortes chances que vous la retrouviez chez un autre testeur, chez une autre presse hardware d'ici peu. Allez les voir, allez checker, et ça pourra toujours être intéressant de comparer mon avis avec celui des autres, bien entendu, comme d'habitude. Pour attaquer dans le vif du sujet, on va parler tout de suite des choses qui fâchent. 3800 €, 3900 €, bref, quasiment 4000 €, la 4090. Alors en fait, dans la vie, tu as deux choix. Soit tu achètes une 4090 Matrix, voilà, comme ça, soit tu peux avoir deux 4090 Strix, parce que une 4090 Matrix c'est quasiment le prix des deux plus gros GPU qui se vendaient les plus chers et que tout le monde voulait, soit les 4090 Matrix. Tu peux aussi avoir, par exemple, un PC avec une 4090 dedans complet, ou sinon tu peux aussi avoir ceci, tu peux avoir ça dans ta vie avec une 4090 Matrix, tu peux avoir énormément de choses. Comment ça, 4000 € de GPU? Alors, à 4000 € le GPU, on va tout de suite pouvoir se dire que ce GPU il a plutôt intérêt à être incroyable, et que vraiment incroyable. Quand je veux dire incroyable, c'est incroyable. Ça veut dire que même face à une Strix, qui vaut, qu'on rappelle, 2 fois le prix, enfin divisé par 2, il y a plutôt intérêt que 200% de perf, enfin 100% de perf. Déjà que la Strix est horriblement chère, déjà qu'une 4090 à la base, je me bats contre le prix à la base, là, ça va être une catastrophe. Il y a plutôt intérêt à ce que cette carte soit dingue. Et je peux tout de suite vous dire, spoiler alerte, non. Comment vous dire que, ouais, on est sur un produit qui se veut premium. Alors, on sait qu'Asus, là-dessus, ils savent faire, avec des extrêmes, avec... voilà. Mais là, on est sur le parfait produit que j'ai dénoncé dans ma vidéo de l'arnaque des PC gamers en 2023, où je vous disais qu'on passe sur des cartes graphiques qui sont de plus en plus chères, des produits qui sont de plus en plus chers, etc. Enfin, ça devient un peu n'importe quoi. Ça paraît quand même compliqué de positionner une carte graphique à un tel tarif. On parle de 4000 €. Je crois la première vidéo que j'ai vue dessus, c'était les French quand ils étaient au Computex. Quand on a commencé à en parler avec Asus, c'était genre, ça devrait être en dessous de 3000 €, machin, il y aura peut-être une alimentation avec, enfin, il y avait genre tout un bundle, etc. J'étais, ouais, bon, d'accord, pourquoi pas. Ensuite, on nous a commencé à nous parler de oui, on devrait possiblement l'avoir à peut-être en dessous des 3000, ou alors peut-être à 3000 tout pile. Bon, ensuite j'ai vu par des leaks passer, oui, elle devrait être à 3200 $, donc si on la replace en France, elle devrait arriver à 3000, entre 3000 et 3200 €. Et quand je l'ai vu sortir, il y a un mois, 4000 balles. Et là je m'étais dit, bon, allez, possiblement, le temps que ça se mette en place, machin, le temps qu'il y ait du stock. D'ailleurs, cette carte est incroyable, tellement qu'elle est incroyable, elle est en rupture de stock sur 15 jours de commande. Et manque de chance, elle est à 4000 €. Voilà, il y a la recherche, il y a tout le savoir-faire d'Asus dedans, c'est vraiment une jolie carte, mais on va aussi définir si ça vaut son prix, quoi. Et ça, ça va être vraiment à discuter. On va justement parler, est-ce que c'est une 4090 comme une autre? Clairement que non, On est sur une des 4090 qui est prévue pour faire les records d'overclocking. D'ailleurs, la gamme Matrix, on a eu la gamme Matrix, on avait la gamme... Avant, c'était les Poséidon, qui étaient... il y en avait qui étaient semi-haut, qu'on pouvait brancher sous eau, qui étaient hybrides, donc elle pouvait se refroidir par ventilateur et par eau. On a eu la gamme Matrix en 2080 Ti, ensuite en 3000, on a eu rien du tout, et on a de nouveau une 4090 Matrix. Et je vais pas vous mentir que moi, d'un côté, je suis content de revoir cette gamme, alors à ce prix-là, non, mais je suis content de la revoir, parce que,
À l'heure actuelle, EVGA s'étant tiré les cartes graphiques, hein, vous savez, hein, les polémiques qu'il y avait eu avec Nvidia à l'époque, donc il n'y a plus de cartes graphiques en face de Galax. Et les seuls, d'ailleurs, je pourrais vous montrer après vite fait un petit HWBot, vous allez voir que tous les BIOS d'ailleurs sont que des Galax Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame, Hall of Fame. Il n'y a que ça, c'est que des BIOS de Galax ou des 4090 Galax. Ça veut dire que c'était le seul BIOS et la seule carte qui venait se positionner en termes d'overclocking face à toutes les autres cartes. Malgré tout, Asus ont quand même sorti ça. La 4090 Strix est quand même une carte qui est juste incroyable. On reste quand même sur une carte qui était quasiment la plus chère, elle est même plus chère que certaines qui sont sous eau. Le refroidissement est incroyable, on est quasiment sur du 4 slots. Enfin, voilà, vous vous souvenez que quand elle est sortie, tout le monde en voulait une des 4090 Strix, elle était quasiment introuvable. Enfin bref, c'était très compliqué à trouver. Donc quand on met tout ça bout à bout, on peut déjà se dire que là on avait un GPU qui était genre quasiment introuvable et extrême. Et là, on voit que les meilleures puces de celle-ci se sont retrouvées ici, prévues pour de l'overclocking, prévues pour avoir les maximums de performance. Et quand, vous savez, hein, quand on veut, imaginons dans une voiture qui monte à 250, déjà c'est incroyable, mais quand tu veux la voiture qui monte à 270, tu mets quasiment, on va dire le double de budget, voire des fois le triple, en fonction des finitions, de machin, de ceci, de cela, c'est comme dans l'automobile, c'est comme dans la moto, c'est comme dans l'immobilier, c'est comme dans tout. Quand tu veux l'excellence, tu le payes. Clairement, moi je vous le redis entre vous, moi, tout le monde, une 4090, peu importe la taille, la marque que c'est, moi de ce que j'en retire, c'est que peu importe que tu prennes une MSI, une Aorus, une Palette, mais au final ça stable dans 5 à 6%. Entre la Strix par exemple, qui était une des plus hautes, avec la Inno 3D qui est en dessous de la FE, tu vois. 3% c'est pas non plus incroyable, et ça justifie pas non plus d'ailleurs le prix de la 4090 face à une Founder, tu vois. Donc, juste pour resituer, on est quand même sur une carte qui se veut haut de gamme, avec un refroidissement 360, on ne voit pas les câbles, on a des ventilateurs qui sont performants, on a un rad qui est pas de 30 mais de 45, enfin, il y a tout ça qui fait qu'on est sur quelque chose qui est quand même assez incroyable. Maintenant qu'on a fait un peu le tour au niveau de la gamme de la Matrix, des performances, etc., on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. C'est qu'est-ce qu'elle a de plus spécifique au niveau du PCB, au niveau de tout ce que l'embarque. Qu'est-ce qu'elle a de différence avec celle-là au final. Là normalement vous voyez deux photos, hein. Normalement vous les voyez et on va jouer au jeu des 7 différences. Alors, je vais mettre un petit moment de très malaisant, un moment très cringe, et là vous allez me deviner quel est le Matrix et quel est le Strix. T'as trouvé? J'espère, hein. Bon, et là tu te rends compte que tu peux jouer au jeu des 7 différences, il y a quasiment la même chose. C'est le même contrôleur pour les alimentations, enfin les phases d'alimentation, c'est les mêmes phases d'alimentation d'ailleurs. C'est quasiment tout pareil, il y a 2-3 sensors en plus qui permettent de vérifier la température sur les différentes VRM, ce qu'il n'y a pas sur la Strix. Via GPU Tweak 3, tu vas pouvoir gérer l'entrée en ampères sur le 12 VHPWR, tu vas avoir les pins avec les ampères, etc. Mais avec cette carte, je t'invite, si tu la prends, à l'utiliser simplement parce que tu as la même chose qu'avait fait EVGA à l'époque, c'est-à-dire avec leur carte, tu as plus de fonctionnalités, tu as plus de choses gérées, tu vas vraiment pouvoir voir tous les sensors de ta carte et pouvoir checker, genre si tu veux voir si tu as un souci au 12 VHPWR. Et pas besoin de vous dire qu'avec ce genre de GPU, tu prends l'alimentation qui va bien, avec un câble qui est en direct, et tu fais attention à ce que tu fais avec ce câble, parce que t'as pas envie que ça te crame ton GPU au prix, je pense que ça c'est clair. Une fois remis tout ça, là tu te dis, bon, maintenant le PCB, on voit que c'est les mêmes, quelle est la différence? Déjà la première chose, c'est le BIOS à l'intérieur. Le BIOS n'a rien à voir, et ça vous allez en revoir juste après quand on va parler température, bruit, fonctionnement en termes général, performance aussi. C'est pas du tout la même chose entre le BIOS d'une Matrix et le BIOS d'une Strix. Ça c'est une des différences, et d'ailleurs si vous n'aviez pas vu une vieille vidéo au tout début de ma chaîne, je vous montrais comment bien choisir sa carte graphique, et dites-moi si vous voulez que je leur fasse une mise à jour prochainement. Ça pourrait être intéressant qu'on refasse un point sur comment bien choisir son modèle de CG. Je pense que c'est un plus et j'ai souvent la question. Et derrière ça, il y a encore une chose qu'on peut dire, c'est la première carte graphique, les gars, de série comme ça, qui se monte avec du métal liquide. C'est la première, ça là. Disons que passer une certaine température, on le sait, puis un jour ça a coulé. C'est tombé sur des composants que ça aurait jamais dû tomber. Le métal liquide étant conducteur, sur les puces de la Matrix, Asus a appliqué une sorte de revêtement tout autour avec une sorte de sticker orange, autocollant, etc. qui permet que tout simplement le métal liquide n'aille pas couler en dehors de la puce et aille cramer votre carte graphique pour que ce soit collé aux couleurs et que ça n'aille pas déborder à gauche à droite. Et là, vous vous dites, ah, du métal liquide. Et moi, vous savez ce que j'ai envie de faire actuellement?
Asus, une question que j'aimerais vous poser franchement. Vous faites pourtant des PC portables au métal liquide maintenant, que vous nickelez. Vous faites d'autres composants que vous vendez en mise en avant avec des refroidissements au métal liquide. J'aimerais vraiment savoir, qu'est-ce qui vous a pris de mettre du métal liquide en direct d'une plaque de refroidissement en cuivre? J'aimerais vraiment le comprendre. À quel moment ils se sont dit on va pas nickeler la plaque? Alors nickeler en fait ça veut dire qu'on va rajouter du nickel avec un mélange de cuivre, ce qui permet de protéger finalement la partie en cuivre, là où on vient mettre les pattes thermiques, etc. Ça évite plein de problèmes. Et Asus a jugé bon, surtout avec du métal liquide. Alors normalement c'est censé ronger l'aluminium, mais on sait aussi que au fur et à mesure, le métal liquide soit il s'évapore, enfin il rentre à l'intérieur du cuivre et enfin voilà, au final au bout de 1 an et demi, 2 ans, il est plus là quoi. Donc moi je me pose aussi vraiment la question, déjà soit ils ont trouvé un métal liquide un peu spécial qui permet de faire, de le mettre sur la plaque, ou soit dans 2 ans, la température incroyable que tu as actuellement sur le GPU, tu l'auras plus quoi. À 4000 €. Vraiment. Et alors, si c'était que ça, parce que ça c'est un truc que moi j'ai signalé il y a de ça 3 ans, la 6800 XT-LC que j'avais démontée, qui avait déjà le même problème, c'est une plaque qui est full cuivre, donc Asus, par souci de ne pas se poser trop de questions, ils font des inserts en cuivre, tout autour. Et vous savez que ces GPU sont fixés avec un bracket qui est mis sous pression. En gros, c'est une sorte d'araignée à 4 pattes, que vous mettez au niveau du bracket là, et quand vous le mettez avec les vis, vous appuyez, puis vous forcez avec les vis pour écraser et venir tirer le refroidissement finalement, pour serrer la puce en sandwich si vous préférez entre l'arrière de votre PCB et le refroidissement. Voilà. Alors là, s'il y a des mécanos dans la salle qui m'écoutent, vous savez que le cuivre, en termes général, c'est pas trop le meilleur métaux pour mettre de la force à l'intérieur. Donc ce qui veut dire que si tu viens un petit peu mal démonter ton GPU, un peu mal en croix ou autre, tu as des vis qui te sautent au plafond parce que elles sont plus retenues au tout début par le mince filet qu'il y a par le cuivre, et puis au final, c'est fini. Et c'est ce qui m'était arrivé sur la LC. Et en plus de ça, ils avaient mis des vis coniques. Alors là, c'était le summum, quoi. Ça veut dire que ta vis, elle était comme ça, voilà. Et du coup, quand t'arrives, t'as encore moins de filet qui la tient. Enfin, c'était une hérésie. Alors là, je peux pas vous dire qu'on a des vis coniques, mais en tout cas, on a toujours des inserts en cuivre. Et j'aimerais vraiment me poser je me pose la question, à quel moment ça allait coûter plus cher? Ça veut dire que en termes de maintenabilité, la carte, déjà tu risques de devoir la démonter dans 2 ans, parce que on n'est pas certain de devoir la garder ou pas, puisque tu vas avoir un problème de métal liquide si c'est pas le métal liquide d'une nouvelle formule d'Asus. Et en deuxième temps, si tu veux la démonter et qu'en plus tu as des problèmes parce que c'est des inserts en cuivre ou que tu es juste un tout petit peu trop brut ou un peu maladroit, et j'ai pas besoin de te dire que la garantie, vu que tu vas démonter le petit truc et que si tu pètes tes inserts en cuivre, pas besoin de te faire de dessin, que ça va pas, mais alors vraiment pas du tout être incroyable, tu vois. Et ça, encore une fois, dans un GPU à 4000 balles, on peut vraiment se poser la question. Et encore une fois, à côté de tout ça, je vous montre la pompe, comment elle est positionnée sur le couleur. Et est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? Allez, je vous laisse de nouveau 5 petites secondes de cri. T'as vu le problème? Tu vois les bouts de cuivre sur les côtés? Alors, oui, tu viens refroidir super bien la mémoire, tu viens super bien refroidir le GPU, mais le cuivre, alors par conduction, d'accord, il va venir refroidir au niveau, mais il n'y a pas de refroidissement brut sur les VRM du coup. C'est un refroidissement qui va se faire par la conduction du cuivre via la pompe au milieu, mais le bordure des cuivres, il sera mal refroidi. T'aurais pu faire moins ventilateur, comme c'était fait sur les LC, qui venaient souffler et refroidir un peu tout ça, non? Donc, à mon sens, c'est un très beau GPU, avec des jolies plaques, du joli RGB. Pourquoi ils l'ont pas fait? Est-ce que c'est un problème à l'utilisation? Non. J'ai pu le tester, les VRM ne chauffent pas forcément beaucoup plus. À l'utilisation, c'est... voilà. Mais... encore une fois, dans l'excellence de ce que voulait faire Asus, dans ce qu'ils savent faire de mieux, dans le budget où on est, je pense qu'on aurait pu au moins le vouloir. Je vais pas vous mentir, là-dessus je suis vraiment un peu déçu. Même si, en termes généraux, vous allez voir dans les performances, les températures, encore une fois c'est incroyable, mais franchement, en termes de design, elle est folle, il n'y a pas de câble, comme je vous ai dit, les ventilos sont bien, le radiateur il est bien, enfin en visuel comme ça, la carte est magnifique. Une fois que tu l'ouvres,
tu les jantes un peu. Et là, c'est un problème. Je peux pas vous certifier que dans 3 ans, il y aura toujours les mêmes températures. Je peux pas vous certifier que dans 3 ans, quand tu vas la démonter, ça va bien se passer. Déjà là, on part déjà compliqué, à condition que tu as encore du métal liquide. Et tout ça pour, au final, ne pas avoir les VRM qui sont refroidis jusqu'au bout. Compliqué à mon sens. Et salut les potes, c'est Chic Fio du montage. Après discussion avec Asus qui ont fait un retour avec les ingénieurs, etc. sur les points que j'ai soulevés, le fait que la plaque aille jusqu'au VRM et que la plaque est non nickelée, on est tombé d'accord sur le point que le fait que le métal liquide va finalement cristalliser et va continuer à avoir une conduction. D'ailleurs avec Pax, vous pouvez voir le TikTok qu'on va passer, qu'il avait déjà testé sur son i9. Passer une certaine chaleur, il y a une cristallisation. Mais c'est bien ce que je disais dans la vidéo, derrière, ça fait que la carte est indémontable. Et ce qui fait qu'elle est indémontable, ça veut dire qu'on va avoir une sorte de soudure à froid et la puce sera complètement collée au refroidisseur. À mon sens, on aurait quand même dû avoir une plaque qui est nickelée sur la longueur, au moins au niveau de la puce, histoire de pas avoir ce genre de problème et de pouvoir la démonter. Alors selon Asus, la carte ne devrait pas être démontée, mais ça vient à poser un autre problème. Comme je l'ai dit, la plaque de cuivre étant allongée jusqu'au VRM, alors déjà, comme j'ai dit, c'était un problème parce que ça se refroidit qu'avec induction et ils me l'ont bien confirmé, donc c'est l'induction du cuivre qui va venir refroidir jusqu'au niveau de la pompe. Un refroidissement actif, à mon sens, aurait pu être mieux, et d'ailleurs, encore une fois, avec concertation avec Pax, on est tombé d'accord sur le point que ça ne devrait pas se faire. De ce point de vue-là, en tout cas, un jour, les pattes thermiques vont sécher. Alors encore une fois, Asus m'a dit oui, non, c'est pas censé avec la pression sécher. On le sait, dans le temps, au bout de 2-3 ans, souvent les pattes thermiques sèchent, et qu'est-ce qui va se passer? On va devoir un jour la démonter, parce que la température au niveau des VRM va augmenter, et pour changer ces pattes thermiques, ce sera indémontable, vu que la soudure à froid se sera fait au niveau du métal liquide. Enfin bref, tout ça pour dire que Asus me confirme bien que eux, en tout cas, ils ont confiance en leurs produits, ça c'est pas un problème, et qu'ils assurent 3 ans de garantie là-dessus. Mais à mon sens, tous les points que j'ai soulevés tout au long de la vidéo sur la plaque de cuivre, sur le fait qu'elle soit pas nickelée, on ne parle même pas des inserts, et le fait que les pattes thermiques vont sécher à mon sens, pour moi, reste un problème. Et enfin, on va arriver à des choses un peu plus réjouissantes, justement, c'est le bruit. Alors, le bruit, les températures, par contre là, je vous passe du TimeSpy, je vous montre. Sur TimeSpy, les températures sont bien mieux gérées. Sur la Matrix stock, même OC, avec une courbe de ventilation, elle chauffe moins que la Strix OC avec une courbe ou même à fond, voilà. Alors que déjà, on sait que le refroidissement de la Strix, il est pété, 60 degrés, 65 degrés, c'est ce que tu vois au plus haut, alors que tu vas aller jouer en Doom en 8K à 550 watts de conso en pic, tu vois. Et à côté de ça, tu vas avoir la Matrix qui, elle, est juste énormissime en termes de refroidissement, parce que là, t'es sur au max 55 degrés. En termes de température, c'est vraiment contenu, et la carte, le couleur stock de base te permet d'avoir, de repousser les limites en overclocking, en termes général, ça pousse plus loin que ce que tu peux faire sur une Strix. Et ça là-dessus c'est assez incroyable. D'ailleurs, je vous montre un passage de Doom, Diam devrait le passer en accéléré, j'ai enregistré 4 minutes sur chaque carte, et puis vous allez voir que sur la Strix on était plus, alors elles sont à stock, mais on est plus sur 64 degrés, 65 degrés, là on a du mal à arriver à 50 degrés sur la Matrix, avec des courbes de ventilation de base. Autre chose aussi qui est assez fun, c'est aussi l'undervolting que tu peux faire sur cette carte, parce qu'au final, en undervoltant ou en baissant la puissance de la carte, même de 20%, 25%, tu te retrouves aux performances de Strix. En termes de puissance brute et de performance, t'es quasiment équivalent. Le truc, c'est que derrière, tu consommeras moins, tu chaufferas moins, ça fera moins de bruit. Donc là, encore une fois, la Matrix est incroyable. Voilà. Maintenant, on va parler justement des performances brutes de chacune. Ça veut dire de l'A4090 Strix, Matrix et même d'une Founder. Et là, en termes de BIOS, ça n'a rien à voir. Là où une Founder va tourner à 2600 de fréquence, là où une Strix va tourner à 2700 de fréquence, la Matrix, elle tourne à 2880 de fréquence. Et ce qui est même étonnant, c'est je sais pas comment est binée la puce, mais on a un gain de performance bien au-dessus de ces genre 100 MHz. Parce que quand on overclock de 100 MHz, on n'a pas un décalage d'autant de performance entre chaque puce. Là, je vous affiche vite fait les scores de TimeSpy, stock vs stock, ça n'a rien à voir. Et ça, c'est juste impressionnant. Ça montre que là-dessus, Asus a vraiment géré son BIOS, a vraiment su gérer sa carte, et en termes de score, c'est incroyable. Et d'ailleurs, même quand on va aller l'overclocker, qu'on va la pousser un peu dans ses retranchements, mais même là, on vient chercher les meilleures cartes avec le BIOS Galax. Là, j'étais sur une config qui était stock. Le 13900K était stock, 13900K était stock, la RAM était stock, il y a tout qui était stock, il y avait juste la carte graphique qui était cloquée, quoi. Alors que les autres en face, ils avaient toute la config qui était poussée à bout pour avoir les 100, 200, 300 points que ça va ramener. Non, celle-là, elle y arrive
easy finger in the nose, hop, elle passe tout seul avec le cooler stock. Je te laisse même pas imaginer si tu vas aller lui chercher un BIOS XOC, donc un BIOS qui va permettre encore d'aller plus loin à la carte, parce que ça, je pense que ça doit exister. Il me semble que sur HWBot, d'ailleurs la meilleure carte actuellement, c'est celle-là. Et ben derrière, tu vois que la carte, en termes d'OC, d'azote liquide, etc., c'est juste une dinguerie. Dites-moi et spammez-le en commentaire. On veut un OC à l'azote liquide GXIO sur la 4090. Comme ça, on pourra voir si je peux de nouveau avoir un prêt et je puisse la passer sous azote liquide ce coup-ci. Donc enlever le métal liquide et vraiment faire ce que doit faire cette carte. Parce qu'au final, les gars, on va être clair, son but définitif, c'est d'avoir un godet, d'avoir de l'azote et d'aller taper du score. Et de taper des trucs qui sont plus hauts. Parce que là-dedans, vous avez une puce que, pour avoir ici, vous allez devoir passer 1000, 2000, 3000, 4000 cartes. Je sais pas vous, mais ça fait beaucoup de cartes à passer, et clairement, Asus peut se permettre de le trier, nous non, tu vois. Bon, je pense qu'on a fait le tour maintenant du température, du bruit, de ce que je pense de la carte, des problèmes qu'elle a, d'autres choses et d'autres. Moi je vous propose, parce que oui, je voulais quand même tester en jeu, et ça j'ai trouvé ça assez bizarre, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup finalement, qui ont fait le principe de cette carte, quoi, bah c'est de la tester en gaming. Donc je vous ai testé ça sur 8 jeux, hein, j'ai été un peu plus timoré que d'habitude. On a la 4090 Strix classique, VS Strix OC, VS Matrix Stock, VS Matrix OC, VS Matrix juste avec le power limit et la tension, vous allez voir que c'est quasiment inutile. Mais voilà, vous aurez les 5 graphiques. Yann va vous faire ça comme d'habitude aux petits oignons, et on va parler ensuite de l'overclocking brut de la carte aussi en jeu. On était bien sur ma table de bench avec mon 13900K, on était avec la RAM en 7200 MHz, C34 comme d'habitude, et bien sûr on est sur toujours les mêmes cartes mères comme d'habitude. Allez, trêve de bavardage, lancement! Bon, et nous revoilà les potes. Alors là, on peut parler maintenant des performances overclockées, on peut parler des performances stock, et vous voyez quand même que on a un gain qui est non négligeable. Si tu prends une carte genre la Strix Node OC et la Matrix OC, la différence elle commence un petit peu à se jouer. Alors, Strix Stock vs Matrix Stock. Il faut quand même dire que Matrix est vraiment bonne. J'ai eu de la chance dans le binding de CPU. Quand je l'ai acheté, j'ai eu de la chance, j'avais une bonne puce à l'intérieur. Donc voilà, il faut aussi le prendre en compte. Hein. Ça veut dire que ça va être incroyable, mais t'as peut-être 1%, 1,5% de différence encore avec peut-être une autre Strix. Donc suffit que dans d'autres tests, t'aies vu qu'une Strix qui était un peu moins bonne que celle-ci, et t'enlèves encore un 1 ou 1,5%. Alors ça va pas faire une grande différence, mais faut le noter. Du coup, tu te retrouves à 4,30% de la Matrix stock vs stock. Et là, tu te dis, attends. Ça veut dire que entre celle-là stock et celle-là stock, hormis la température, il n'y a que même pas 5%. Exactement. La Strix OC vs la Matrix stock, est-ce que celle-là, une fois OC, peut rattraper celle-là stock? Oui, on a 2,18% de différence, ça veut dire que si tu arrives à l'overclocker correctement, bien puissant, bah t'es quand même plus performant qu'une Matrix.
Et on sait que les 4090 Strix étant déjà overclockés, pour aller les pousser, bah, c'est un peu plus compliqué aussi. Donc, bon, derrière, tu as la Strix stock vs la Matrix OC, et c'est là où tu vas avoir le plus gros gain, puisque elle est stock, hein, elle est de base, et celle-là, elle est overclockée, et là, tu te retrouves à 10,30%. Alors là, c'est non négligeable, parce que ça veut quand même dire que derrière, bah, tu as quand même 10%, 10%, ça pourrait être une 4090 Ti. Et derrière, si tu compares à tout ce que j'ai pu voir à gauche à droite, tu prends le principe qu'une FE, par contre, a 3% de moins qu'une Strix, sachant que celle-là, comme je vous ai dit, est meilleure que les autres, et ben tu te retrouverais à être plus performant avec une Matrix. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à Tech Power Up. La Founder, même overclockée, ne rattrapait pas la Matrix stock. Et ça veut dire que tu as une carte stock sans overclocking, qui est déjà meilleure que la Founder, que tu pourrais payer certes beaucoup moins cher, mais qui n'arrivera pas à la rattraper, même overclocké. Et ça déjà c'est incroyable. Ça pourrait faire un très bon slogan, sûrement le composant le plus cher que vous ayez testé, sûrement le meilleur. Ça envoie quand même du bois quoi. Enfin là-dessus, il faut laisser que Asus, et encore une fois j'insiste là-dessus, ils ont su maîtriser le sujet. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, ils ont dit bon, on va vous montrer qu'avec une Matrix, avec tout ce qu'on sait faire de mieux dans un GPU, toute la technologie va faire qu'on arrive avec la température plus froide que la Founder, donc pas de réduction de fréquence, avec une gestion de l'alimentation qui est meilleure, avec un BIOS qui est plus performant. On voit encore que tout en restant dans les restrictions d'NVIDIA, c'est ça qui est compliqué, parce que à l'époque on pouvait faire des GPU qui gagnaient 15, 20, 30%, parce que, enfin 30% c'était beaucoup, on pouvait faire 15, 20% parce qu'on passait outre les limitations des constructeurs et on arrivait à avoir des performances. Regardez la 6900 XT, un coup de mort power tool, bam bim bam boum, et tu te retrouves avec 20-25% de plus. Et là tu peux pas, NVIDIA ça fait des années qu'ils bloquent, ça fait des années qu'ils posent problème là-dessus. Donc Asus a réussi à montrer, malgré tout ça, qu'ils arrivent encore à faire des GPU qui sont plus performants que ce que fait Nvidia, et là-dessus, il faut quand même leur tirer le chapeau, quoi. C'est bravo, là-dessus, c'est bien joué, c'est bien maîtrisé. Derrière, on retrouvera aussi la Matrix Stock vs la Matrix OC, hein, et ça se joue à 6%, les gars. Donc, malgré l'overclocking, on peut encore aller chercher 6%. Ça commence à faire doucement beaucoup, tu vois. Et derrière, tu te retrouves avec une Strix OC vs une Matrix OC. Et c'est là où ça fait le plus mal, c'est que t'es que à 3,70% entre les deux cartes. Donc, ça veut dire que à 4% près, ben voilà quoi, hein, t'achètes une Strix et t'achètes pas une Matrix quoi. Je vous affiche le tableau de performance prix entre une Strix OC et une 4090 Matrix OC, et j'ai pas besoin de te faire de dessin, que à moins que t'aies vraiment besoin de ces 4%, c'est genre totalement inutile d'acheter une Matrix pour le gain que tu vas avoir. Et derrière, il y a un autre problème. Derrière tout ça les gars, c'est que sur cette Strix, et c'est là-dessus que je vais finir, on a un dual BIOS. Comme sur la Matrix, il y a donc le mode quiet, le mode performance. Imaginons que tu te décides à te dire, bon, de faire un switch de BIOS. Ça veut dire que, vu que tu as le même PCB, vu que tu as un peu tout ce qui va bien, est-ce que tu switcherais pas le BIOS de la Matrix, que tu as retrouvé, et que tu ne l'ingérerais pas dans la Strix? Si tu fais ça, la garantie, tu te la mets où je pense. Tu vas l'avoir, la performance de ta 4090. Le truc, c'est que derrière, tu perds la garantie de ta Strix. Je l'ai pas fait encore. Mais est-ce que j'ai besoin de vous dire qu'il y a de fortes chances que si tu mets ce BIOS là, ici, comme dans tout ce que j'ai pu voir dans HWBot avec les Galax, il y a de très fortes chances que les 4% se réduisent à 1, voire 2%, allez, entre cette carte et celle-là. C'est encore plus compliqué à discuter. Et comme je l'ai dit, il doit y avoir un BIOS XOC qui existe, parce que toutes les Matrix que j'ai vues ailleurs en test, on est sur du 3075, entre 3060 MHz et 3100 MHz. J'ai pu voir des scores stock se promener comme ça à 3175 MHz, et ça je te le dis, sans avoir un excellent refroidissement, sans avoir une puce bien binée avec le bon BIOS, tu le fais pas. Voilà, c'est genre strictement impossible, donc strictement impossible. Donc je pense que derrière, il doit aussi avoir des BIOS XOC qui vont exister pour cette Matrix. Et on va vraiment encore aller encore plus loin avec la Matrix, avec son refroidissement de stock. Donc on peut vraiment pousser le truc au bout du bout quoi. Et ça c'est juste incroyable. Bon, on arrive sur la partie notation et la fin de la vidéo les gars. Je vais pas vous mentir que au fur et à mesure que je testais la carte, au fur et à mesure que je réfléchissais à comment j'allais amener cette vidéo, parce qu'au final on teste quand même la carte la plus chère du monde, et d'un autre côté on teste une des cartes graphiques les plus puissantes du monde. Ce qui veut dire, les 4090, on le sait, en termes de gaming, sont les plus performantes en termes général, mais là tu testes une des plus performantes des 4090. Ça veut dire qu'avoir plus haut que ça, c'est compliqué quoi. Et d'un autre côté,
On a une carte qui est incroyable en termes de bruit, on a une carte qui est incroyable en termes de performance, on a un look qui est genre incroyable, hein, faut le laisser, le RGB, la manière d'où ils ont amené le truc, enfin c'est un concept car, la carte. Et c'est un concept, ils ont une idée, ils ont commencé à la dessiner, etc. La carte est juste magnifique. Mais derrière, t'as d'autres problèmes, t'as l'histoire du métal liquide, t'as le refroidissement des VRM, même si en soi c'est pas un problème, mais ça l'est. Tout ça me fait me dire que ça devrait pas exister dans un tel prix. Et d'un autre côté, je suis vraiment le derrière entre deux chaises, parce que les performances de la carte, même si pour vous ça ne paraît pas incroyable, je peux vous dire que dans les restrictions d'NVIDIA et tout ce qu'il y a, bah même Tech Power Up sont arrivés à la même conclusion que moi. Ça reste impressionnant d'avoir de telles performances malgré un overclocking d'usine. Je me vois mal lui tirer dans les pattes et mettre un bronze. Je me vois pas du tout lui mettre un or parce que c'est pas possible. Et d'un autre côté, je trouve que l'argent c'est quasi trop. C'est compliqué, hein, c'est compliqué. On va rester sur un jig d'argent parce que je pense que c'est, à mon sens, le meilleur. Parce qu'on est sur une carte qui est ultra performante. On est sur une carte qui se veut typé pour l'overclocking, mais qui a clairement pas la bonne cible. Ça va vraiment être la cible d'un power user, de quelqu'un qui veut la meilleure, qui veut le meilleur truc, le meilleur composant. Ça se paye, hein, voilà, tu peux acheter une Dacia ou tu peux acheter une Porsche, c'est pas du tout la même chose. On y est. Hein, voilà. Alors je vais pas dire que ça c'est une Dacia, mais t'as compris l'idée. Il y a encore différentes gammes dans les Porsche. Hein, voilà. Bah, c'est la même chose. Bref, l'idée est que cette vidéo fut sympathique à tourner. Encore une fois, je remercie Asus d'avoir fait le prêt. Je souhaite aux prochains testeurs de bien s'amuser avec. Encore une fois, dites-moi si vous voulez un test d'un swap de BIOS, genre qu'on passe dans une autre vidéo, la Matrix sur la Strix, hein, voilà par exemple. Dites-moi aussi si vous voulez un jour qu'on la revoie, qu'on spam Asus pour faire de l'azote liquide dessus, parce que là clairement je pense qu'on va avoir des performances qui sont incroyables. Je vous remonte juste les scores qui ont été faits avec la Matrix chez les autres overclockers. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas c'est tout pour moi, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, etc. La cloche, le commentaire, les j'aime, etc. C'était Jig, à la prochaine. Ciao ciao.